Il y a du soleil. Il y a du soleil. Cela fait, bon, allez, cela fait bien 3 semaines qu'il pleut. 3 jours sur 4. C'est vrai que le moral, quand il fait moche, on prend un coup. Ouais, c'est vrai. Il est clair que tu peux privilégier les activités dans les musées ou les villes à la limite, mais alors les villes, c'est pas forcément ce que l'on préfère. Enfin, ça dépend quand, quoi, où, comment. Et puis les musées, il faut qu'il y en ait encore sur la route. Même si lors de la dernière vidéo, vous avez pu voir le musée ethnographique de Shelbourne. Alors ici, nous sommes à Watkins Glen, un state park dans l'État de New York. Nous allons enfin pouvoir faire une randonnée. Par contre, sortez couverts, car il ne fait pas forcément très chaud. Et puis il y a toujours un risque de pluie. Qu'est-ce que donc Watkins Glen? C'est connu pour 2 choses. 1, ses gorges, et 2, son circuit de course automobile, où chaque année a lieu une course NASCAR, soit une spécialité de course à l'américaine. Il y a même eu à l'époque le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un camping. Et puis ce qu'il y a de bien avec les campings des state parks, tout comme les parcs nationaux, c'est que ceux-ci sont peu onéreux. 25 $ la nuit. Mais ça, c'est pour autant que tu sois new-yorkais. Autrement, tu rajoutes 5 $ par jour. Mais cela se limite quand même. Je dis bien se limite. Toujours à la dimension du pays, à 30 $ la nuit. Comme vous pouvez le voir, les couches de rochers sont superposées les unes sur les autres. Ceci est dû à la collision entre la plaque du continent américain et la plaque du continent africain. Mais alors c'était il y a bien longtemps. Dû à la pression de la rencontre entre ces 2 plaques, les pierres se sont éclatées et ont créé ces strates. Bien sûr, par la suite, ce sont le vent et l'eau qui ont façonné les gorges. On peut voir une pétée de marmites. Le passage est très bien aménagé. La végétation n'est pas la même d'un côté que de l'autre à cause de l'exposition du soleil. Carole, c'est l'automne, les feuilles tombent. Est-ce que tu vois ta route très facile? Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que nous avons ou nous allons, parce qu'on est à mi-chemin, faire. Nous sommes partis d'à peu près par là. Hop. Nous avons rejoint le Mill Bridge et parcouru le Gorge Trail jusqu'à l'entrée sud, avant de repartir et de remonter par le North Rim Trail qui passe par-dessus. Le but étant d'aller jusque là et de redescendre par là. On tourne au rond quoi. Hein? Comme le gars de sa bagnole. Ouais. Moi je faisais ça quand j'étais petite. Dans les colonies de vacances. Il y a beaucoup moins de monde ici. Hein. C'est parfait. Mais moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on fait toujours des randonnées.
c'est pour être plus proche de la nature, déjà. Parce qu'on aime bien ça. Et puis, ça te fait te sentir vivant. Marcher, faire des efforts, aller jusqu'au bout. Ouais, mais là, on va pas jusqu'au bout, là. Allez, on y va. Si, on va jusqu'au bout. Ah bah ouais. Et puis toi? À moi, c'est pas pour manger après. Je crois qu'on n'a pas les mêmes oui, objectifs. Ça, tu dépenses les calories que tu as ingurgitées les jours précédents. Attends, tu dépenses les calories que tu as ingurgitées. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Surtout que quand on conduit, on est plutôt dans une position statique. C'est ça, malheureusement. Non, c'est pas vrai. Enfin, en même temps, c'est un bon prétexte pour pouvoir, le soir, arriver après une belle randonnée, de pouvoir se boire une petite bière. C'est vrai. Voilà, on y va. Non, mais j'aime aussi faire de la randonnée. Et surtout, c'est moi qui cherche des randonnées que nous pouvons faire. Avec ton application. All Trails. Voilà. Après, c'est Carole qui nous pousse à les faire. Et ceci n'est pas une vidéo commerciale. Non. D'ailleurs, nous, on commercialise le peu. Enfin, on commercialise rien du tout. Rien du tout. On y va. Par où? Là-bas. Je suis vivant. Nous voici au bout de la balade. Ou de la randonnée. Qui fait quelques kilomètres. Combien? 11. Ouais, ça va. Bon, maintenant c'est l'heure d'aller manger. Grailler. Justement. Maintenant qu'on a déposé les calories, on peut les manger. Puis Carole va me dire, tu veux manger quoi? Une salade ou une soupe? Une salade ou une soupe? Une salade ou une soupe? Des spaghettis carbonara. Non, ça c'est pour ce soir. Non, c'est pour demain. Ah non, c'est pour demain. Non, c'est pour ce soir. Non, je sais plus. On vous montre notre emplacement. On ne peut pas utiliser la Starlink. Donc je ne peux pas travailler. On y va? Ouais, C'est là-bas. Il y a quelques jours de cela que nous avions fait le service de notre Ford. Il manquait un filtre à air qui peut être changé. Donc sur la route, on a trouvé un garage Ford. On a pris rendez-vous pour aujourd'hui. On a aussi posé la question de savoir s'ils pouvaient tester les batteries, parce qu'on avait un doute sur les batteries de la cellule. Ils les ont testés, on a les petits fichiers là, les chiffres sont bons. Par contre, c'est la batterie du véhicule qu'il a fallu changer. Donc ça c'est fait aussi. Cela me sied-il? Oui, c'est parfait. Je peux faire la révérence si tu veux. Comment vous trouvez mon chapeau? Hein? Moi je trouve qu'il est parfait. C'est presque un chapeau. Clac! Nous sommes dans le parc national d'Allegheny Portage Railroad. Mais qu'est-ce que l'Allegheny Portage Railroad? Allegheny, pour commencer, c'est une chaîne de montagnes. Celle-ci se trouve entre Pittsburgh et Philadelphie. Et à cause de celle-ci, il n'était pas possible de rejoindre les deux villes sans un trajet de 23 jours. Afin de raccourcir celui-ci, et oui, car les gens de Philadelphie étaient un peu jaloux de New York et de Washington qui pouvaient rejoindre le nord plus facilement. Le moyen de transport à l'époque, depuis Pittsburgh, était un canal qui allait jusqu'à Johnston. Et depuis Philadelphie, également un canal qui allait jusqu'à Hollidaysburg. C'est là, entre autres, où nous avons changé le filtre à air du véhicule. On peut vous dire que la ville porte mal son nom, parce que ça n'a rien d'être des vacances à Hollidaysburg. Ceci est plutôt une ville industrielle. Mais revenons à nos moutons. Donc, le canal allait de Philadelphie à Hollidaysburg. Et ensuite, il devait traverser cette montagne. Là où nous sommes, nous culminons à 2357 pieds, soit environ 717 mètres, le point le plus haut des Allegheny. Il était donc difficile
de transporter les marchandises ainsi que les passagers. Nous sommes au début du 19e siècle. Les bateaux étaient eux tirés par des mules sur les canaux. Et pour franchir la montagne, ils devaient utiliser des chars tirés également par des mules. Ceci était beaucoup plus facile en été qu'en hiver. Dans les années 1830, les ingénieurs eurent l'idée de construire une sorte de funiculaire pour traverser cette montagne. Ils créèrent donc cette voie de chemin de fer sur lequel ils posaient les bateaux. Et pourquoi je vous parle de funiculaire? Tout simplement, ceux qui descendaient aidaient les bateaux à monter. Les bateaux qui bien sûr étaient posés sur des wagons. Il fallut 3 ans pour construire ces voies de chemin de fer sur 36 miles. Il y a 10 plans inclinés avec ce genre de hangar ou de gare qui est le sommet de chaque pente. La longueur totale du tracé était de 394 miles. Comme je l'ai déjà dit, il fallait 23 jours de voyage entre Pittsburgh et Philadelphie. Sans ce passage, celui-ci a été ensuite raccourci à 5 jours. Il fut opérationnel de 1834 à 1854. Et oui, au fur et à mesure du progrès, les trains vapeur se sont améliorés. Et ensuite de ça, une nouvelle voie ferrée a été construite pour rejoindre Pittsburgh, la ville qui était appelée la Porte de l'Ouest, depuis Philadelphie. Et puis ces hommes blancs de l'époque ne furent pas les premiers à avoir eu cette idée. Rappelez-vous, les Vikings avaient déjà utilisé ce subterfuge, car à l'époque c'était un subterfuge pour traverser les montagnes et attaquer d'autres peuples. Mais il y eut également Mehmed II qui utilisa la même feinte pour attaquer Constantinople. À l'époque déjà, ils utilisaient le ballast sur les voies de chemin de fer. Mais plutôt que des traverses en bois, ils ont utilisé des pierres. Pourquoi des pierres? Parce qu'il y en a plein à la montagne. Donc pourquoi ne pas utiliser ce que l'on a sur place? D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire la même chose. Fais gaffe, il y a un raton. Il y a beaucoup de lumière, hein, dans cette maison. La maison Lemon, construite par les frères Lemon au début des années 1830. C'était une taverne qui fonctionnait grâce à l'arrêt qui se trouvait au sommet. Bien sûr, dès 1854, ce fut beaucoup plus difficile. Tout le monde, en tout cas les personnes de notre génération, se souviennent de cette journée-là. C'était une belle journée. Ce jour-là, 2 avions s'écrasèrent dans les tours du World Trade Center à New York, un autre au pied du Patagone à Washington, et le 4e juste ici. C'était le vol 93 avec 40 passagers et membres d'équipage à bord. C'est grâce à l'intervention de ceux-ci que cet avion s'écrasa ici et non pas sur le Capitole à Washington.
monument derrière moi, celui que vous voyez en même temps que je parle, est la tour des voies. Celui-ci fait 93 pieds de haut, tout comme le numéro du vol 93 d'United Airlines. Il y a 40 installations en l'honneur des 40 passagers et membres d'équipage morts dans le crash de cet avion. Nous sommes dans l'Ohio, au bord du lac Erie, à Oregon. Je crois que hier, c'était la plus grosse journée qu'on ait jamais faite. On a traversé, on a roulé pendant 450 km. Nous étions sur le point de l'impact de l'avion 93. Et nous avons tracé jusqu'ici. Pourquoi? La météo. Toujours la météo. C'est la météo qui nous dirige, c'est la météo qui nous fait tracer la route parfois par temps de pluie. Hier pourtant il faisait beau, mais ils annoncent aujourd'hui jusqu'à 27, 25. Mais à partir de la semaine prochaine, 13 degrés. Donc on s'est dit on va quand même profiter du beau. Surtout que d'un camping-car, ce n'est pas un camping-car 4 saisons. Il fait froid le matin. Et puis hier, en fin de journée, lorsque nous sommes arrivés ici, on a trouvé ce point, on a trouvé ce spot grâce à iOverlander. Par contre, les derniers commentaires dataient plus d'une année. Et lorsque nous sommes arrivés, nous n'étions pas très sûrs que nous pouvions nous parquer ici. Parce que une grande place verte, des maisons toutes proches, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pas de panneaux. Mais nous n'étions pas très sûrs. On a quand même tenté le coup, on a bien fait, car la nuit fut calme. La seule chose que nous avons entendue, c'était les hiboux qui ululaient. Et puis, mis à part la météo, pourquoi avons-nous tracé? C'est parce que nous sommes tout près de Détroit et qu'on veut aller voir The Ford. Et oui, on a certains points d'intérêt, des fois qu'on ne veut pas rater. On espère qu'on ne sera pas déçus. Derrière moi, le lac Erie, le deuxième plus petit lac des 5 grands lacs d'Amérique du Nord. Ceux-ci chevauchent entre le Canada et les États-Unis, faisant d'ailleurs souvent la frontière. D'ailleurs, de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, c'est le Canada. Savez-vous que les 5 grands lacs représentent 18% de la totalité de l'eau douce sur Terre, n'étant dépassé que par le lac Baïkal. Carole nous a dit qu'il faisait frisquet dans le camping-car, car c'est pas un 4 saisons, ça se voit. La température atteinte l'autre matin à l'intérieur était de 10 degrés. Autant dire que quand tu sors de la couette, bah, il fait frais. Alors c'est parti pour un petit tour en bus. Nous voici donc dans le bus pour aller visiter l'usine Ford. C'est caché sous un carport que nous finissons cette vidéo. Un carport qui est probablement là pour l'hiver qui va bientôt arriver. En attendant, ils ont gentiment placé les bons pour qu'on puisse s'y asseoir et vous parler. C'est cool, hein? Ouais. Après avoir visité le mémorial sur le vol 93 qui s'est écrasé en Pennsylvanie,
nous avons parcouru quelques centaines de milles pour monter jusqu'à Détroit et plus particulièrement à Dearborn, là où Henry Ford construisit une usine. Immense usine. Henry Ford acheta donc une pétaille de milliers de mètres carrés au bord de la rivière The Rouge. Ces terrains étaient impropres à l'agriculture car beaucoup trop maudits. Humide. C'est ça. Donc Henry Ford appela son usine The Rouge. C'est de là qu'il fit venir tous les matériaux. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire Henry Ford voulait donner l'opportunité à tous les habitants des États-Unis de pouvoir acheter une voiture. Et ça, on l'a bien ressenti, hein. oui, en fait, c'était un peu la Volkswagen de l'époque. C'est ça. Au début, 400 ouvriers travaillaient dans cette usine. Il fallait 12 heures pour construire une Ford T. Afin de produire plus vite et de réduire les coûts, et oui, c'était déjà ce que recherchaient les industriels, Henry Ford inventa le travail à la chaîne vertical. C'est-à-dire que plutôt que ce soit les ouvriers qui bougent, c'était les objets en construction. Ingénieux. Très ingénieux, oui. Au bout d'un certain temps, il y a eu plus de 10 000 ouvriers à l'usine parce que ça allait pas assez vite. Et c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Henry Ford publia une annonce précisant qu'il offrait 5 $ par jour à tout ouvrier qui viendrait travailler chez lui. Ce fut la ruée. 14 000 ouvriers arrivèrent en quelques semaines. Après cette annonce, les ouvriers se comptaient par milliers. En fait, ils étaient plus de 100 000 à l'usine. Pour vous dire comme l'usine était grande. Hein. Oui, on a pu voir une photo. C'était impressionnant. Nous avons pu visiter la chaîne d'assemblage du nouveau modèle de Ford F-150. On a eu droit à un show avant, très à l'américaine. Ça donnait envie d'acheter. Oui, c'est vrai. Avec des images en 3D, Ah ouais, le camion qui avançait vers toi, qui changeait de couleur. Moi, j'ai dit à Carole, je veux celui-ci. Puis elle m'a dit, mais non, on en a déjà un. C'est ça. Donc la chaîne d'assemblage. Impressionnant. Ouais. Impressionnant. Bien sûr, on n'a pas pu filmer. Bah non, pas le droit. Normal. Dans la maison de Henry Ford que nous avions vue en Floride, je vous avais dit que mon papa avait travaillé à l'usine Ford. Quand il est rentré en Suisse, il a ramené ça. Enfin, après la visite de l'usine, où il nous a fallu aller-retour plus d'une demi-heure de bus, nous sommes allés visiter le musée qui s'appelle The Henry Ford. Et puis celui-ci ne parle pas que des Ford, mais aussi à toute l'évolution industrielle depuis la fin du 19e siècle. Ça allait aux locomotives monstrueuses au motorhome. Il n'y a pas que des Ford au musée The Henry Ford. Il y a aussi les icônes de l'Amérique. La locomotive Allegheny, la plus grande et lourde locomotive à vapeur jamais construite. 603 tonnes. C'est où pour retirer le Il y en avait de la neige à l'époque. Hein. Avec Carole, j'ai l'impression de me retrouver comme dans l'USS Yorktown, vous savez. Elle touche tout. Bon, à part ça, on a vraiment l'air tout petit avec ces petites locomotives.
Alors aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés, nous pouvons vous vendre un FMC de 1975 pour la modique somme de 27 000 $. Moteur Chrysler, celui-ci a été utilisé par un journaliste de CBS pendant 27 ans. Il a traversé les États-Unis et a utilisé celui-ci en tant que studio. Il n'y a jamais passé une seule nuit. Des choses étranges, des voitures de course, des voitures de vitesse. Une Edsel Citation de 1958. C'était une marque de Ford. La vente de celle-ci ne fonctionna pas. Certains disaient que c'était une Buick qui suçait un citron en voyant sa calandre, et d'autres pensaient à autre chose. Je vous laisse chercher. Bon, on l'a dit, il faut aussi aimer les voitures si tu viens au musée The Henry Ford. Tu pourrais te croire à Mulhouse. Derrière moi, une Bugatti Royale 41 de 1931. La 999, une voiture construite par Henry Ford. C'était une voiture de course. Seulement celle-ci faisait tellement peur que personne n'osait la conduire. Ils engagèrent donc un cycliste professionnel, Barney Oldfield, qui concourra sur les ovales avec cette voiture. Celle-ci développait 80 chevaux à 700 tours minute. En 1973, David Salt Walter concourait les 500 miles d'Indianapolis. Il eut un grave accident. Mais contrairement à ce que les images pourraient nous faire croire, il n'eut, en guillemets, que quelques brûlures et blessures aux mains. Il recommença à courir en 1974. Ça rappelle des souvenirs à Carole. Un Voyager, alors on avait presque le même. Un magnifique vert. Alors c'était parfait pour promener la famille. Tu prenais le long d'eau, tu foutais pouf, direct en entier dans le coffre. On a également pu voir d'autres voitures. Alors celle-ci était particulière. C'était les voitures des présidents des États-Unis. Toutes des Lincoln. C'est pas des Ford. Non, c'est ça que j'ai trouvé bizarre. Ah, parce que Lincoln appartient à Ford. Et il y en a qui en savent des choses. La voiture de Theodore Roosevelt, de toute façon on peut dire voiture, c'est plus une calèche. Celle de son neveu, Franklin Delano Roosevelt. Celle de Dwight Eisenhower. Qui était appelée Bubble Top. Ah oui, à cause de la bulle. Mais encore celle de John Fitzgerald Kennedy. Dans laquelle il fut assassiné. En 1963 à Dallas. On a également pu voir des avions. Je peux vous dire qu'il y avait de tout. Et on a même pu voler. Dans un DC-3 et un Ford trimoteur. Eh ben ça se coule là-dedans, hein. Moi je vous le dis, si vous voulez venir ici, il faut prendre carrément la journée. Ça fait 5 heures que nous sommes là et on n'a pas encore fini de visiter le musée. J'ai la trouille de cet avion, moi. Ah oui. C'est un vieux McDonald's de 1939. Premier vol en avion, les frères Wright, Orville et Wilbur. Wilbur gagna au sort à pile ou face le 14 décembre 1903. Celui-ci s'élança
et se planta directement dans le sable. Il fallut 2 jours pour réparer l'avion. Wilbur ayant déjà eu sa chance, c'est donc Orville qui tenta le second essai. Ce fut le 17 décembre 1903, jour du premier vol en avion. Par ça, ils étaient vachement courageux, ces mecs. Tu fais quoi? Un avion? Quoi? Comme vous pouvez le voir, il y a plein de modèles. Mais moi, je vais faire le mien, qui a été utilisé maintes et maintes fois en classe de cours. Dernière chance, hein. J'ai fait 2 petits ajustements. L'évolution industrielle, plus particulièrement sur l'électricité. Car il ne faut pas oublier qu'en fait Henry Ford, son meilleur ami, était Thomas Edison. On a pu voir, rappelez-vous, lors de maison à Fort Myers. C'est vrai. Vous savez, quand on attendait le camping-car. On a tourné pendant 2 mois et demi. Ouais, la photo de notre premier ordinateur que nous avions à la maison à nos filles pour qu'elles se rendent compte comment c'était à l'époque. Le problème, c'est que quand tu regardes cette vitrine, tu dis « Ah, mais j'avais ça, ah, puis ça aussi ». Puis surtout, le véritable problème, c'est que tu regardes l'année. Bon, faites tout ça, ça ne nous rajeunit pas, hein. Non. Et nous sommes même montés dans le bus de Rosa Parks. Ça vous dit quelque chose? Rosa Parks était une personne de couleur qui refusa en 1955, c'était la 3e, de céder sa place à un blond dans un bus dans la ville de Montgomery. Elle fut traduite en justice. Suite à cela, Martin Luther King, tout jeune, accompagné de dizaines d'hommes de couleur, manifesta et ils eurent l'idée de boycotter l'utilisation des bus de la ville tous les lundis. Le bus qu'on a vu dans le musée, en fait, ils l'ont retrouvé chez un particulier. Ils l'ont reconnu grâce aux photos de presse qui étaient dans les journaux à l'époque, avec le numéro du bus, en fait, qui était la plaque qui était dans le bus ou contre le bus. Oui. Je crois que c'était contre le bus. Hein. Si vous voulez en savoir plus, on vous met le lien d'une vidéo explicative là-dessus. S'il nous a fallu plus de 2 heures pour visiter l'usine, au total, il nous a fallu plus de 7 heures pour visiter et l'usine et le musée. Autant dire qu'on n'a pas vu passer le temps. Non, non, c'est vrai. On ne s'est pas ennuyé, on n'a pas vu passer le temps. Enfin, moi, là-bas, je me suis bien amusé et bien instruit. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est surtout la diversité qu'il y avait dans ce musée. Je pensais plutôt que ce serait axé sur la marque Ford, oui, sur l'évolution. Mais en fait, non, c'est tout ce qui fait l'Amérique, quoi. Tous les produits, l'industrialisation, on a vu des enseignes McDo. 15 centimes le burger. Oui, c'était le rêve américain, en fait. Le rêve américain, pour nous, il continue. Ah bah ouais. Mais la vidéo se finit ici. Alors, on va vous dire au revoir. Ça bouge pas? Non, tu vas bouger, parce qu'après, on va se faire engueuler. Au revoir.